Mon Dieu. Vous avez parlé du malaise des cadres. Il y a une plaisanterie sur un témoignage social. C'est un bouquin que j'ai eu envie d'écrire en me disant qu'est-ce que je peux prendre comme sujet spécialement ridicule, qui a été traité d'une manière spécialement ridicule par un maximum de monde. Et je me suis dit, tiens, le malaise des cadres, c'est bon, ça, il y a au moins 250 bouquins là-dessus. Je vais en écrire un où on ne s'ennuie pas. Parce qu'il y aura justement des postes à essence qui explosent et des choses comme ça. Et heureusement que tous les cadres n'ont pas ce genre de malaise. Bah, je ne sais pas, je veux dire, si tous les cadres se sauvaient dans la montagne, je ne sais pas si ce serait pas un peu plus rigolo l'existence. Donc malheureusement que tous les cadres n'ont pas ce genre de malaise. Politique, dit-on, de vos romans. Là aussi. C'est pareil, il y a des plaisanteries sur la politique. Il y a une déclaration lourdement marxiste au début, le personnage est caractérisé par sa place dans les rapports de production. Puis on parle de toute autre chose ensuite. Oui, mais enfin, il y a tout de même quelqu'un qui vient de Saint-Domingue, qui a des tueurs, qui a un passé... Oui, mais ça, c'est pas de la politique. Non, il faut bien qu'il vienne de quelque part. C'est un tortionnaire. Ouais. Il vient de Saint-Domingue, il pourrait venir de Sibérie. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 39. Petite citation pour commencer, une fois n'est pas coutume, extrait de la correspondance de Jean-Patrick Manchette. Cher Charles Tatum Jr. Je suis maintenant tout à fait certain qu'il ne faut pas rééditer en volume mes chroniques de cinéma que j'ai pu relire intégralement. Premièrement, ma vanité d'écrivain trouve que ce sont des textes honteusement bâclés pour la plupart. Et le ton hâtif et en plus infléchi par le ton général de l'hebdomadaire. Comme cet hebdo aimait les plaisanteries faciles, j'en mettais partout. On voit que, même dans un journal qui n'avait presque aucune unité de pensée, la célèbre remarque de Lukács sur le journalisme se vérifie quand même. Deuxièmement, le gag qui consistait à écrire à l'aveuglette ne fera sourire qu'une fois et achèvera de déprécier en bloc des textes déjà médiocres. Il détruira les quelques éléments intéressants, quelques remarques sur le cinéma, quelques raisonnements sérieux sur les films anciens, quelques intuitions sur d'autres, alors même que ce sont des éléments qui ont éveillé, je crois, votre sympathique intérêt. Ces défauts ne pourraient être évités qu'en faisant un tout autre livre, qui ne mérite pas d'être écrit, et qui raconterait l'activité du chroniqueur dans cette période-là, expliquerait sans difficulté l'idée d'une critique cinématographique bidon pour ridiculiser toute la critique cinématographique bidon, noterait les vives réactions d'approbation que m'ont manifesté plusieurs des critiques professionnels. Évidemment, je copiais sur eux, et au passage, reproduirait en les commentant quelques échantillons de ma chronique, juste pour faire voir comment on peut, dans ce métier, faire impression en déblatérant hors du sujet, pourvu qu'on ait l'air de posséder la cinéphilie, le marxisme, le situationnisme, des rudiments d'iconologie, de l'aversion pour la France et la sémiotique, un certain goût pour Dorothy Malone et John Wayne, et enfin, et surtout, la capacité de plagier autrui en donnant au plagiat une coloration pseudo-personnelle. Jean-Patrick Manchette, 19 août 1989. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, nous parlerons, vous l'aurez peut-être compris, de la réédition aux nouvelles éditions Wombat des Yeux de la momie, les chroniques de cinéma de Jean-Patrick Manchette au début des années 80. Mais avant ça, nous parlerons du nouveau long métrage de Patrick Chia, Si c'était de l'amour, qui était sorti juste avant le confinement et qui ressortira à partir du 22 juin, donc lors de la réouverture des salles de cinéma. Et si on a le temps, je parlerai rapidement du film taïwanais Godspeed, réalisé par Chung Mong-hong, qui a été édité par Spectrum Film dans un coffret DVD et Blu-ray. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a maîtresse Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. Et avec nous, bien évidemment, à la mise en son de cette émission et ses petits boutons, il y a Gal. Bonsoir Gal, qui nous fait un coucou.
qui n'a pas cette semaine l'honneur et le plaisir de nous accueillir puisque nous sommes dans mon modeste petit salon. Mais au moins, ça me permet de pouvoir fumer un cigare, ce que je ne fais pas chez les autres par politesse pour leur drap. Donc voilà. Non, je ne fume pas de cigares, je fume des cigarios chez les autres. Nuance. Alors, messieurs, dames, vous allez bien ? Ça va, écoute. Le doc n'est pas des nôtres aujourd'hui, car donc nous enregistrons dimanche en fin d'après-midi, car Erwan a pris un congé bien mérité à Quimper, là dans son giron familial, on va dire. Mais bon, il reviendra bien évidemment la semaine prochaine pour parler notamment du dernier film de Spike Lee, Da Five Bloods, qui est sorti sur Netflix vendredi dernier, donc le 12 juin. Et qui est long. Qui dure 2h30. Mais bon, ça, vous savez, ça ne nous arrête pas normalement, monsieur Fleuret. Je vais donc devoir le mater en 7 fois. Bah voilà, tu peux commencer dès aujourd'hui et comme ça, tu l'auras fini pour l'enregistrement de la semaine prochaine. Je crois que c'est ce que je vais faire. Thibaut, il regarde les films hachés. Pour moi, un film, c'est une série en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est nouveau concept. Tu fonctionnes par tranche de 20 donc minutes. Là, 2h30, on est sur une saison. Ouais, ah oui, on est bien là. Ouais, une petite saison de 8 épisodes et tout, c'est nickel. Bon alors, messieurs, sinon comme vous allez bien, vous êtes contents d'être là. Pour certains, c'est bientôt la fin. Nous, à la fois, c'est à la fois la fin de la saison, mais pour certains, ça sera la fin de l'aventure, comme dirait Denis Brognard dans Koh-Lanta. Certains vont rendre leur totem d'immunité. Certains avec qui nous avons été trop gentils et trop coulants pendant bien trop longtemps vont nous quitter pour partir vers de nouvelles aventures à caractère professionnel, cette fois donc bassement pécuniaire, comme par exemple Gall qui va nous quitter pour faire des formations, pour travailler, avoir de l'argent, toutes ces notions bourgeoises et qui sont bassement matérielles. Et Carla aussi va nous quitter normalement, mais elle pour partir à Schlagland en Ardèche. En Ardèche, en formation à l'USAS, c'est ça ? C'est ça, à l'école documentaire de l'USAS. Voilà, donc voilà, nous avons devant nous, mon cher Thibaut, la future fine fleur du cinéma documentaire et peut-être de fiction en personne de Gall et de Carla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de revoir Carla dans un an avec des ponchos et des dreadlocks. Non. Ah ouais, je dis ça, bien entendu, fidèle à moi-même. sans aucune arrière-pensée, sachant que je viens de la région et que j'ai eu des dreadlocks et des ponchos. Voilà, c'est ça. Et ben, j'ai eu des tresses, mais bon, des dreadlocks, faut pas exagérer. Donc là, Carla, en ce moment, elle s'habille bien, elle porte de la dentelle, elle s'habille en blanc comme Eddie Barclay, mais dans un an, elle sera crassouse comme tout bon Ardéchois. Elle écoutera les Ogg de Barbac et elle vivra en communauté dans une yourte. Hein, quand même. Ouais. Ah bah écoute, si c'est pour être copain avec les Ardéchois, non, moi ça me dérange pas de pas être copain. Thibaut, attention. Je laisse couler. Je ne pense pas, oui, parce que vous avez un passif. Bah écoute, dans le on milieu. verra. On verra dans 10 mois comment je reviens et puis je vous ferai un topo. La peau tannée par le soleil. Pour buriner par le travail dans les champs. C'est ça. Les mains fatiguées, attaquées, pire qu'une collègue de pins à la coupe. Voilà. Fatigué d'avoir joué trop la rue Quétano et la guitare. Exactement, c'est Je ça. vais mettre au banjo, tiens. Ah bah le banjo c'est cool. Ouais. Le Je kazoo. vais arrêter de me laver les dents. Et puis Et les cheveux. les cheveux Et et le reste. Et comme ça sera les Et tout dreadlocks. ça en faisant du cinéma. Comme ça, ou peut-être qu'elle sera en immersion pour faire un documentaire sur les crassous d'Ardèche. C'est tout. Non mais Bref, bon, on arrête. C'est vraiment gratuit. Donc bon bref, en tout cas nous serons toujours là, nous continuerons à parler de cinéma avec vous mon cher Thibaut dans une 13e saison, peut-être la dernière, hein, comme on dit tous les ans, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui arrive. On verra, advienne, Dieu seul le sait, comme disaient les Cathares. En tout cas, on va passer à la section critique de cette émission. On va partir du côté de l'amour, mais à un endroit où aucun amour n'est autorisé. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était donc Rihanna avec No Love Allowed, extrait de son album Unapologetic, qui est peut-être un de ses meilleurs albums, on peut le dire, un album merveilleux, et très belle chanson, dont d'ailleurs Rihanna, si tu nous écoutes, on n'a toujours aucune nouvelle de son prochain album qui devait sortir l'année dernière. Donc là, c'est vrai qu'il y a de grandes chances que Rihanna nous écoute en ce moment. Oui. Salut Riri. Ouais, salut Riri. La magie d'Internet. Exactement. Mais donc, car Rihanna parle d'amour, mais ce qui est aussi le cas dans le nouveau long métrage de Patrick Chia, Si c'était un amour, qui donc était sorti juste avant le temps du confinement, le temps des jours heureux donc, et qui va normalement ressortir à partir du 22 juin dans plusieurs salles en France, quand les salles de cinéma donc seront réouvertes au public. Et de quoi que ça cause ? Eh bien en fait ça suit le spectacle de Gisèle Vienne appelé Crowd, qui était passé ici d'ailleurs à Rennes au TNB si je ne m'abuse, et c'est un genre de semi-documentaire, on va dire
c'est assez poreux les terrains entre la fiction et le documentaire dans le film de Patrick Chia. Donc ça va à la fois suivre les répétitions, suivre plusieurs scènes en backstage et des moments notamment intimes entre des maquilleuses, entre les comédiens, entre la metteuse en scène, un petit peu tout ça. Et donc de quoi que ça cause Crowd, eh bien, le spectacle de Gisèle Vienne, c'est en fait un spectacle sur les rave parties des années 90, de la grosse techno à pleine balle et des gens qui dansent n'importe comment dans des champs en transe, avec a priori de la drogue. Moi c'est ce qu'on m'a dit parce que moi j'en ai jamais pris, mais apparemment c'est des trucs qu'ils faisaient dans les rave parties, on prend de la drogue et on danse jusqu'au bout de la night. Mais ça Thibaut tu pourras peut-être en parler, c'est plus ta jeunesse. Quelle époque magnifique. Et donc Patrick Chia, c'est un cinéaste dont on a déjà parlé dans cette émission et qu'on avait rencontré, notamment Thibaut au festival Travelling il y a 2 ans, qui était venu présenter son film Brothers of the Night. Je sais que c'est aussi un cinéaste que notre ancien grand timonier Air Force One Floclay apprécie particulièrement parce qu'il a quand même, on va dire, dans le milieu du cinéma français, il pourrait se rapprocher un peu de cinéastes comme Yann Gonzalez ou bien ce genre de personnes-là qui sont, on va dire, à la fois intéressées par donc, le cinéma, un pur cinéma de fiction, un cinéma documentaire et des questions sur la représentation queer, LGBT, sur la question des affects, on va dire, dans les multiples facettes des différentes sexualités possibles, on va dire. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on avait rencontré Patrick Chia pour Brother of the Night, sachant que son film d'avant, donc Boys Like Us, était lui une pure fiction. Et ce qui est intéressant donc avec ce nouveau projet, c'est que, comme tu le disais Thomas en introduction, il continue en fait son propre cheminement. Alors, on parle de cinéma français parce que c'est un cinéma qu'on pourrait croire du moins en langue étrangère, mais Patrick Chia est un cinéaste autrichien. De Vienne, mais il s'est installé en France depuis maintenant de nombreuses années. Donc voilà, on peut le pour des facilités d'utilisation, on va parler de cinéma francophone ou hexagonal. Voilà, parce qu'il est principalement produit par des Français aussi. Donc il travaille beaucoup en France ou avec des artistes français et des installations et des institutions françaises. Il a bossé notamment, il a fait des installations et expositions pour le Centre Pompidou, ce genre de choses. Quoi. Voilà, mais ce qui est intéressant donc du coup, c'est que l'identité et le parcours de Patrick Chia se retrouvent en fait dans ce nouveau film et dans son précédent film Boys Like Us, dans le sens où c'est un homme et un cinéaste qui aime brouiller les frontières, qui a un parcours un petit peu atypique et qui ne s'embarrasse d'aucune frontière, et c'est le cas avec ce nouveau projet où tu le disais, on est sur de la pure captation de spectacle, donc du coup sur un spectacle de danse, donc c'est toujours fascinant de voir des gens danser ou du moins faire des répétitions, c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce que c'est plus sur les répétitions que sur le spectacle en lui-même, sur les représentations coulisses qu'ils font. Ouais. C'est très intéressant parce qu'il y a très peu de plans larges en fait dans ce film. Et il me semble de mémoire, moi j'en ai que un qui me vient vraiment à l'esprit, où on voit en fait la scène avec les fauteuils en fait, où on voit la salle en fait dans son ensemble. Sinon Patrick Chia reste vraiment auprès des corps, auprès de la metteuse en scène et auprès de la scène. C'est vraiment ça qui l'intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le film donc non seulement dialogue avec d'autres cinéastes, on peut parler, tu as parlé de Yann Gonzalez, on peut aussi parler du climax de Gaspard Noé, ou en brouillant un petit peu plus les frontières du formidable Pina de Wim Wenders. Et en même temps, il reste totalement cohérent dans sa propre filmographie, parce que c'est un film qui se rapproche notamment du traitement son utilisation du code des couleurs, qui se rapproche de Brother of the Night. Brother of the Night, pour rappeler, est un film à la frontière entre documentaire et fiction, sur des jeunes hommes d'origine roumaine, si je ne m'abuse, qui se prostituent en Autriche, et ça donne un objet extrêmement particulier, très léché stylistiquement parlant, avec un traitement des couleurs assez exceptionnel. Il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail sur le cadre, un vrai travail sur les décors. Et ici, on retrouve exactement la même chose, ce qui fait que ce documentaire et la captation se retrouvent parasités par les questions de fiction, notamment dans tout ce qui se passe backstage. Et on va y revenir après, et remet en cause en fait l'un des postulats de base de la question documentaire, c'est l'entretien et le rapport de confiance qu'a le cinéaste avec le cinéaste avec la personne qui filme. Et en fait, Patrick Chia remet en cause cette problématique-là autour de l'entretien, ce qui fait que le film théoriquement est passionnant. Carla.
C'est vrai que le film se présente un peu comme un objet hybride entre le documentaire et la fiction. Notamment, je trouvais d'une part le côté documentaire dans la captation qui peut avoir des scènes de répétition qui vont vraiment au cœur des corps, de la danse, mais aussi au niveau du recueil de la parole, où je trouvais que vraiment la frontière se brouillait entre ces deux formes d'approche, qu'elles soient fictionnelles ou documentaires, de la parole. Cette manière d'insérer des chants contre chants, que je trouvais très surprenante d'ailleurs et intéressante dans la manière dont il filme ses personnages. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la manière dont ces personnages aussi trouvent leur place dans cette forme hybride, où eux-mêmes en fait sont dans un entre-deux en fait. Oui, ce qui est... Alors Thomas est en train de servir un verre de cidre à chacun. Ce qui est passionnant, ouais, tu as raison Carla, autour de la question de ce chant contre chant, parce que ça implique forcément du coup une installation préalable, donc du coup forcément un rapport de confiance, plusieurs caméras, sachant que la caméra, quand on est là, on est sur un pied, donc avec un système, on va dire, totalement fictionnel, préparé longtemps à l'avance. On n'est pas sur ce qu'on appelle trivialement une mise en scène documentaire, globalement la caméra qui tremble et on chope le... Non, pas du tout. Et là, pas du tout. Et du coup, ce qui est intéressant, en plus du dispositif de caméra, c'est ce qu'il raconte. C'est que on a l'impression que les gens nous parlent intimement de leur vie, de leurs problèmes sentimentaux, de leurs problèmes intimes. Et en même temps, on a l'impression que c'est très écrit. Oui, et c'est ça qui crée le trouble. C'est le fait que vraiment, c'est vrai que ce qu'ils disent a l'air d'être récité ou en tout cas orchestré. Et même, je dirais même chorégraphié en fait, parce que pour revenir quand même au thème central aussi du film, c'est la danse, quoi. Et je trouve que le film et les chorégraphies cristallisent quelque chose qui relève des rave parties, de quelque chose de très spécifique lié aux années 90, de cet épuisement du corps dans la danse, de cette recherche éperdue. La recherche de la fatigue. C'est assez incroyable en fait la manière dont il filme, surtout la manière dont il met ça en lumière, je trouve. La lumière est assez exceptionnelle parce que finalement on a rarement vu des backstage filmés de cette façon, où généralement on peut voir des lumières un petit peu criardes, ou si on a un petit peu les souvenirs de backstage qu'on peut voir au cinéma, c'est souvent des endroits qui sont où il y a une effervescence. C'est super sombre, ça bouge beaucoup parce qu'on aura tous les techniciens qui viennent. Alors que là, finalement, les gens du spectacle, en tout cas les professionnels des salles de spectacle, n'apparaissent quasiment pas. On voit vraiment la metteuse en scène, donc Gisèle Vienne, son travail sur scène avec les comédiens et des scènes backstage avec notamment la maquilleuse et différents acteurs qui vont se confier, qui vont parler de leur relation intime avec d'autres comédiens et d'autres danseurs de la troupe. Et comme tu disais, en termes de filmage, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de caméra à l'épaule, il n'y a pas de caméra portée, c'est pas tremblé, et même les scènes intimes en backstage où ils parlent sont en fait découpées comme un film de fiction. Oui. Il y aura du chant contre chant, il y aura parfois quelques légers mouvements de caméra, qui justement n'entrent pas dans des canons habituels ou traditionnels, même si ça a déjà été fait dans le cinéma documentaire, où a priori ce qu'on recherche et ce à quoi on reconnaît une image documentaire, c'est un caractère un peu brut, un peu pris sur le vif, alors que là il n'y a pas du tout cette sensation-là de pris sur le vif. Au contraire, ça a l'air, c'est très écrit, c'est forcément très écrit, c'est très pensé, mais ça va dans une volonté documentaire qui est radicalement différente de la majorité des films qui se passent sur le monde du spectacle ou sur le monde de la création de manière générale, où on préfère montrer, on va dire, le chaos de la création, le chaos de la troupe, où du coup, en général, c'est effervescent, actif. Mais on sent bien que les danseurs sont, ils sont au courant, je veux dire, j'ai perdu mon mot. Ils participent à ça, ils sont conscients, ils sont dedans, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce trouble entre documentaire et fiction arrive pareil dans leur perception en fait qu'ils ont de ce spectacle, et comment finalement les relations qu'ils peuvent entretenir sur scène vont être prolongées dans leurs propres sentiments
Du coup, ça pose la question chez les spectateurs. Est-ce que ce qui se passe intimement chez ces danseurs et ces danseuses, est-ce que c'est... Alors, j'aime pas trop ce terme, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie... Est-ce que ces gens se livrent intimement? Voilà, le mot que je voulais dire, c'est qu'ils sont complices, en fait. Voilà. Ou est-ce qu'on est dans une logique, par exemple, dans le climax fantastique de Gaspard Noé, on est sur... Alors, il y a la danse qui est filmée aussi de manière totalement différente, mais il y a la danse, et en même temps, au contre-champ de cette danse, il y a les acteurs qui parlent un petit peu de leur relation intime. Dans la première partie du film, voilà. Dans les 45 minutes, première minute, c'est ça, il y a 2 grosses scènes de danse, et après, les 2 grosses scènes de danse sont intercalées avec les différents personnages qui parlent en duo ou bien en trio, qui parlent entre eux, qui parlent de leur rapport au sexe, de leur rapport à la violence, tout ça, leur rapport à l'intime, où là aussi, on voit bien que c'est forcément très écrit, c'était beaucoup répété, improvisé avec Noé et ses différents comédiens, et c'est vrai qu'il y a un petit côté là-dessus dans le film de Chia, outre le fait que ce soit années 90, et de la musique techno ou de l'eurodance, comme dans le film de Gaspard Noé, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes dans la manière d'envisager le rapport à l'intime dans un cadre semi-documentaire. Alors qu'on sait que chez Noé, on sait que nous sommes on sait qu'on est dans une fiction. Ici, la première image du film, on voit très bien que c'est une image documentaire. On voit très bien. Oui, on est dans les coulisses. Donc du coup, moi, ça pose la question. Je dis pas que Patrick Chia est en train de faire une révolution, mais en tout cas, il propose quelque chose de tellement neuf et finalement de tellement frais dans le cinéma hexagonal qu'on ne peut qu'adhérer à ce projet. Surtout que ce projet, au-delà de la captation pure des corps, du traitement des corps et des sensualités et des sexualités, amène quelque chose peut-être dans ces 15 dernières minutes, amène quelque chose de plus par rapport à toute une mélancolie, par rapport à la question du souvenir, parce qu'il ose quelque chose, il ose un vrai geste documentaire, pour ce coup-ci, il amène l'image d'archive. Et ici, c'est magnifique. En format, je ne sais pas si c'est un format VHS ou un pseudo-format VHS imité. Ce qui est très beau, c'est que ça vient ponctuer le film comme ça à la fin. Les bandes son et les images des rêves qu'on pouvait voir à la téloche dans les reportages sur les années 90, un peu home movie, un truc un peu crade, hyper éclaté, où il y a à la fois une pulsion de mort et une joie de vivre qui naît de ces images-là, parce qu'on sait de toute façon que le tragique destin de quand même beaucoup de toughers des années 90, ça s'est quand même mal terminé pour beaucoup. Enfin, l'époque d'ailleurs est morte à la fin des années 90, la fin des free parties qui sont devenus des rave parties officielles et encadrées. C'est un peu justement tout l'âge d'or de la techno de la deuxième moitié des années 90 qui a été très très courte comme période, qui en termes de créativité et en termes esthétiques à la fois dans le look et dans la musique a été quelque chose, un épiphénomène assez marquant et très important finalement, mais qui dans les historiographies sur l'histoire de la musique sont pas passés à l'as, mais c'est pas le mouvement qui est le plus publicité. Tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait le film du coup nous rappelle au souvenir de ce mouvement-là, et finalement de films, on va dire abouti, terminé de A à Z, il y en a finalement très peu sur ce mouvement-là. Moi j'ai mémoire le documentaire donc sur un des plus Nous avions un rêve, We Had a Dream, voilà, qui revient sur merde, j'ai le nom du collectif, j'ai un trou de mémoire. Sur Manuel Malin, tout ça. Non, avec Chris, avec KRS, tout ça, avec les Hérétiques, merci, le Hérétique Sound System. Donc il y a un documentaire là-dessus qui est un portrait des Hérétiques Sound System, et il y a ce film-là, et finalement. Il y a un documentaire aussi autour de la figure de Manuel Malin, figure légendaire de la techno française, mais finalement il y en a très 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 peu, et Patrick Chia amène ça, et en même temps il amène ce côté de une époque qui révolue, elle est révolue, oui, mais en fait je pense qu'il faut et une mélancolie qui fait que le film est très très beau. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la genèse de ce projet, c'est quand même la chorégraphe Gisèle Vienne qui part. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, moi, c'est de proposer un film en regard d'un spectacle, en fait, et d'utiliser le sujet, en fait, de ce spectacle, et aussi tout le dispositif mis en place pour venir brouiller, en fait. Ouais. En fait, on est à la limite entre une captation, une installation d'art contemporain, un documentaire, une espèce de fantasmagorie, parce qu'on reste. Il y a la notion de souvenir est très présente. Et en même temps, tu vois, il y a la notion de souvenir qui est là, et en même temps,
elle est vivante à travers les corps, et c'est ce que je trouve le plus beau en fait dans le film. C'est à la fois, je dirais que le film est divisé en deux, une partie plus qui commence plus sur le corps en fait, vraiment la corporalité des danseurs, tout ce qui s'émane aussi d'eux, et la deuxième plus liée sur leur appréhension en fait, leur expérience. Au final, aux grandes dames de Thomas, à mon avis, je pourrais rapprocher ça de choses que dirait Jean-Luc Godard de 1 + 1 = 3, où en fait là il est finalement en train d'envisager son film comme même le processus est un processus de montage entre le film qu'il aurait pu faire et la pièce, quoi. Oui. Et ça donne une troisième œuvre complètement hybride et complètement différente finalement, et riche de ces deux choses-là. Et il va un peu, en fait, l'utilisation des images d'archives en fait va plus paradoxalement, alors qu'on revient sur une notion totalement documentaire, va finalement plus loin que son précédent film Brother of the Night, qui lui était dans ce franchissement, en fait, dans ce trouble des genres, et en utilisant un archétype documentaire, finalement, au lieu de revenir en arrière, en fait, va encore plus loin et monte une nouvelle marche en fait dans son approche. Donc je suis très curieux de voir sur quoi il travaille, de voir un peu. Parce que là, il me semble qu'il y a eu 3 ou 4 ans entre les deux. Non c'était en 2016, Brother of the Night. Ouais, donc je suis très curieux de voir. Mais ça se rapproche quand même relativement, je trouve, du film de Clément Cogitor, Braguino, où il y avait aussi un petit peu de ça, du brouillage entre la fiction et le documentaire, et comment les récits peuvent aussi être force de brouillage. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Gal, je trouve que oui, 1 + 1, je dirais que la troisième entité, ce serait ce brouillage-là, en fait, et voir aussi d'en faire le commentaire et de voir qu'est-ce qui est possible de faire, en fait. À partir du moment où on mélange et on abat, en fait, des cloisons, c'est assez intéressant. Le multiculturalisme. Bah non, mais c'est... C'est pour ça que je commençais en disant que le film est un objet hybride. Totalement, c'est que on ne sait pas où on est, et voilà, comme je disais au début, c'est que théoriquement, on est sur quelque chose qui est valable et sur lequel on peut faire des recherches et on peut écrire. C'est un film qui se ressent, bien entendu, parce que voir ces corps en train de se salir, en train de transpirer, forcément, c'est fascinant. Et en même temps, parce que ça donne quand même envie de danser. C'est quand même un film qui donne envie de danser. Et Dieu sait, mon cher Thibaut, que vous aimez danser. Oui, j'adore danser. Et en même temps, c'est un film qui fait à penser et qui laisse à réfléchir. Et en même temps, c'est un film qui émeut par rapport à ce qui s'est passé fin des années 90. T'as pleuré, Thibaut, ou pas? Non, mais quand j'ai vu ces images d'archives à la fin, alors bien entendu on est en train de spoil le film, mais il y a des souvenirs qui sont montés, quoi. Enfin, oui, forcément, quoi. C'est le point émotion Thibaut du film. Pour savoir si un film est vraiment émouvant, c'est est-ce que Thibaut a pleuré? Putain, faire 400 bornes pour aller en free party et prendre les cabines téléphoniques et taper les infolines et tout. Putain, mais quelle époque. Ah là là, oui. Hein. Oui, c'est ça, c'est un peu comme un retour d'acide d'Igal. Théoriquement, c'est bon, je peux plus faire de retour d'acide. C'est bon, j'ai passé. Théoriquement, voilà, la science a parlé. Bah oui, parce qu'il paraît que ça reste dans les cheveux pendant un certain nombre d'années, et puis c'est bon là. C'est bon maintenant, on peut recommencer. A priori, c'est bon. D'accord, excellent. Donc c'était le film de Patrick Chia, Si c'était un amour, qui donc, comme je disais, normalement devrait ressortir dans plusieurs salles en France à partir du 22 juin. Et nous vous encourageons évidemment à aller vivre cette expérience en salle avec un son à pleine balle. Ça doit être pas mal quand même. Soutenir les salles de cinéma et soutenir ce cinéma-là. Voilà, parce que plutôt que d'aller voir les blagues de Toto, allez voir ça. Putain, ça vous risquez quand même de voir un peu plus de cinéma dans le film de Patrick. Faites-vous honneur, quoi, un minimum. Ouais, merde, voilà. Respectez-vous un petit peu, bande de cons. S'il vous plaît. Bref, on va s'arrêter là pour le film de Patrick Chia et on va continuer dans une verve critique inégalable. Mais pour ça, on va tout de suite faire une petite pause musicale sur de la musique funky des 60s. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Archibald and the Jewels avec
Tighten Up, chanson qui obsède et fait peur à J. Edgar Hoover dans la trilogie Underworld USA de James Ellroy, dont je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Et c'est là qu'on se demande comment lire un autre polar après ça. Mais heureusement, il y a des choses que l'on peut lire qui nous enthousiasment tout autant avec notre ami Jean-Patrick Manchette. Grosse salve de ressorties et d'actualités manchettiennes ces temps-ci, avec la parution de 3 livres. Un aux éditions Wombat, qui est la réédition des Yeux de la momie, les chroniques de cinéma que tenait Jean-Patrick Manchette dans Charlie Hebdo au début des années 80. Et à la table ronde de bouquins, Play It Again Dupont, chronique ludique 1978-1980, qui étaient les chroniques sur les jeux de société que Manchette tenait dans Métal Hurlant, qui est absolument réjouissant à lire. Et il y a surtout la correspondance, Lettres du mauvais temps, correspondance 1977-1995, donc qui est l'année de sa mort 1995, donc édité aussi aux éditions de la Table Ronde, donc une sélection des lettres de Manchette, un panel de personnalités et à la fois des écrivains, des éditeurs, divers de ses lecteurs, des réponses à des questionnaires. Et donc, pourquoi parler de ceci? Car nous avons quand même une tradition et un certain intérêt de plusieurs membres de cette émission, moi notamment et mon camarade Mathieu Bonheur sur Jean-Patrick Manchette. On a déjà consacré 2 émissions spéciales à l'auteur les années passées, à l'occasion de diverses adaptations de ses films au cinéma. Il y avait Gunman, donc adapté de La position du tireur couché par ce tâcheron de Pierre Morel avec Sean Penn. Le film est nul à chier, hein, on est d'accord, hein. Et il y a 3 ans, Laissez bronzer les cadavres du duo Catet-Forzani, basé sur le premier roman publié de Jean-Patrick, deuxième roman publié de Jean-Patrick Manchette, Laissez bronzer les cadavres. Donc il avait coécrit avec Jean-Pierre Bastide, et à cette occasion, nous étions largement revenus sur le rapport de Manchette à l'écriture, au polar et au cinéma. Mais là, spécifiquement, donc, pas vraiment parler encore trop de la correspondance, parce que j'ai pas tout à fait fini, mais lisez-la, c'est merveilleux, c'est un modèle d'écriture et un bonheur absolu. Les chroniques de jeu, c'est plutôt pour les complétistes, mais par contre, j'ai l'impression que c'est là où Manchette s'amuse le plus, c'est là où il fait le plus de blagues, il est vraiment de très bonne disposition dans les chroniques. Il est parti au début des années 80 parce qu'il s'est pris la tête avec Philippe Manœuvre, comme à peu près tous les gens qui ont bossé avec Philippe Manœuvre d'ailleurs. Salut les kids. Et donc Les Yeux de la momie, donc édité par les nouvelles éditions Wombat, qui avait connu une première édition en 98 chez Rivage, et l'objet était épuisé depuis sa première édition, mais il y avait une version ultra condensée qui était reparue chez Rivage Noir, donc en poche sous le nom de Chronique Cinéma, une version expurgé de ces chroniques qui étaient plus des textes choisis, et qui notamment omettait un des textes les plus importants, je pense, de Jean-Patrick Manchette, qui pour le coup ne concerne pas du tout le cinéma, mais qui concerne ses anciens amis d'extrême gauche qui sont devenus révisionnistes, qui ont défendu Forisson, qui ont nié l'existence des chambres à gaz et tout ce genre de autres joyeusetés. Donc c'est un texte qui s'appelle Alerte au gaz, qui est, je pense, un des meilleurs textes critiques de Jean-Patrick Manchette, qui pourtant n'en manque pas. Pour ceux qui ont lu son journal, qui a été édité en 2008, on voit à quel point il avait une acuité, une intelligence politique très marquée et très forte, qu'on retrouve aussi dans sa vision du cinéma et qu'on voit notamment dans ses chroniques parues dans Charlie Hebdo entre 79 et 82, où il y a notamment un goût très fort qui s'affirme pour le cinéma hollywoodien, le cinéma classique hollywoodien, le cinéma de Hawks, le cinéma de Ford, le cinéma de Sirk, le cinéma de Walsh, un goût très prononcé pour le cinéma des avant-gardes soviétiques des années 20 notamment. Il trouve que c'est peut-être là une des périodes et une des cinématographies où le cinéma a vraiment existé, et comme beaucoup d'auteurs ou de gens influencés par le situationnisme ou les post-situ, donc il partait, on va dire, du préambule que le cinéma en tant qu'art est mort dans les années 30, et que finalement, à partir de là, on ne peut faire que de la reprise, que de la réécriture, qu'un jeu ludique en fait avec les formes et ce genre de choses. Et c'est le cinéma pour lequel il avait un intérêt, on va dire, le cinéma post-années 40, c'est-à-dire post-Citizen Kane, qui pour lui est un des films les plus marquants de sa propre cinéphilie. Et à partir de là, on ne peut faire que des reprises, que des jeux justement sur les genres, tout en
l'intérêt du cinéma américain et ce qui fait sa force, c'est que ceux qui bossent dedans sont conscients de bosser pour une industrie ultra-capitaliste et finalement on peut jouer avec ça à partir du moment où on est conscient de ne pas être un agent subversif, voilà, qui pourra combattre le capitalisme. Finalement, c'est là que le cinéma américain est le plus grand et le plus fort et qu'il écrase tous les autres et qu'il a d'ailleurs écrasé tous les autres en termes de productivité et en termes de succès et de postérité. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du cinéma américain, les films de Aldrich, les films de Peckinpah, même s'il n'est pas très fan de Peckinpah parce qu'il a un énorme problème avec la violence de manière générale au cinéma et la violence graphique en particulier, et c'est pour ça qu'il s'est trouvé à défendre des films comme le premier Indiana Jones, à l'inverse du premier Star Wars qu'il a détesté, alors que Indiana Jones, c'est finalement tout ce qu'on veut voir au cinéma. Un film d'aventure bien fait, un film qui est absolument conscient de ce qu'il fait et qui ne prendra à aucun moment un spectateur pour un con, à l'inverse d'un truc comme Les Guerres des Étoiles qui sera infantilisant et qui ramène le spectateur un peu au niveau des cabinets, quoi. Donc c'est une vision très très marquée du cinéma qui est influencée par le post-marxisme et ce genre de choses, mais où c'est vraiment réjouissant à lire. C'est très partial, c'est parfois un peu parcellaire parce qu'il ne voyait pas la plupart des films qu'il chroniquait. Souvent en fait c'était son fils, c'est Doug Edline qui maintenant s'occupe de sa succession, qui allait voir les films, il en faisait un résumé et après Manchette retravaillait les textes justement pour l'adopter un petit peu à sa sauce et sur ce que lui c'est du cinéma. Qui donne un mélange parfois, c'est un peu bancal, mais c'est vraiment marrant à lire, quoi. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir son processus critique. C'était un grand cinéphile, vraiment un grand amateur. Il en matait au moins 2 ou 3 par jour. C'est ce qu'on voit dans son journal. Il mate une quantité de films hallucinantes à la télé, à la cinémathèque, au quartier latin, dans toutes les ressorties, un petit peu partout. Et ce qu'il s'est amusé à faire dans Les Yeux de la momie, c'est vraiment à la fois jouer avec le principe de la critique de cinéma, qui voyait ça quand même beaucoup comme un milieu de gros branleurs et de gens ultra prétentieux, où il s'amusait parfois à inventer des films. Il y avait notamment, il disait que dans une salle de Malakoff en banlieue parisienne, là où il habitait à l'époque, il y avait un film tchèque en noir et blanc de 3 heures où des mecs travaillent la merde dans les champs et tout. C'est absolument merveilleux, c'est magnifique et tout. Et des gens lui avaient écrit furieux qu'en fait le film n'existe pas. Il fait mais à quel moment auriez-vous pu penser que moi, Jean-Patrick Manchette, j'allais défendre des films comme ça qui ressemblent à des films d'État ultra-soviétiques ridicules en noir et blanc, quoi. Ça n'a pas de sens dans le monde dans lequel nous vivons. Donc il y a vraiment un jeu ludique à la fois sur la critique et sur le cinéma qui est toujours ultra merveilleux à lire, je trouve. Moi, j'avais déjà lu Les Yeux de la momie il y a plusieurs années de ça, mais là, de le relire, c'est toujours un bonheur. C'est pas là où il est au top de sa critique. Il n'a pas de théorie du cinéma comme il aura pour la théorie du polar. C'est-à-dire que ses chroniques sur le polar qu'il écrivait pour Charlie Mensuel, Harakiri, et après pour la revue Polar, ont été éditées aussi chez Rivage Noir à la fin des années 90, où là pour le coup il a une véritable théorie du polar et du roman noir et de l'histoire du polar, où c'est vraiment passionnant. Je pense que c'est un des plus grands théoriciens du polar et de la littérature du roman noir de manière générale, ce qu'il n'a pas pour le cinéma, mais mine de rien on voit quand même l'intérêt post-situ et marxiste qu'il a dans le cinéma et une vision assez particulière qu'il a, qui, je trouve, est malheureusement beaucoup trop rare dans la critique de manière générale à l'époque et encore plus maintenant, où il était totalement en porte-à-faux avec, on va dire, les quais du cinéma, par exemple, ou bien ce genre de choses. C'est vraiment une vision critique assez particulière et qui manque, je trouve, beaucoup trop et que beaucoup de critiques de cinéma devraient relire et s'en inspirer de manière générale, on va dire. Je sais que vous, ici, vous n'êtes pas forcément le niveau d'intérêt que je peux avoir pour les écrits de Manchette ou en roman noir et en critique. Il faudrait préciser que la table est parsemée de bouquins de Manchette, sur Manchette. C'est assez incroyable. Il y a quelques livres qui traînent, effectivement. Vous, ma chère Carla, je sais que vous n'êtes pas une manchettienne forcenée, mais vous avez jeté un œil sur ces critiques et sur cette nouvelle édition des Yeux de la momie, aux nouvelles éditions. Ouais, alors oui, j'ai vraiment jeté un œil. Là, je serais pas capable d'en parler comme toi dans le détail, mais non, c'est bien. Gros travail critique en plus, pour le coup, effectivement, comme je disais, c'est très appréciable de revoir le texte intégral des Yeux de la momie, où il y a quand même de très beaux textes, et notamment celui sur le révisionnisme. Mais c'est vrai que, alors je me souviens que c'était l'année dernière, j'avais lu celui-là. Là. Le condensé, les chroniques cinéma. Ouais. Et c'est vrai que le style est assez chouette. C'est assez, pour le coup, vraiment critique, quoi. Hein.
mais c'est agréable à lire, je trouve. Il est effectivement parfois assez taquin ou assez... Ah oui, mais c'est ce qu'on retrouve un peu, ce que j'ai pu observer dans celui-là, là, Les yeux de la momie. Ouais. Tu sens qu'il aime bien piquer où il faut, quoi. Comme dans la lettre d'intro que j'ai lu, il disait, vu qu'il écrivait pour Charlie Hebdo et pour Harakiri, donc qui avait un ton comique quand même assez prononcé, assez caustique, il se dit, moi je vais me mettre au niveau, je vais faire énormément de vannes, beaucoup de blagues, être assez agressif. Et Manchette étant très critique sur son propre travail, il réécrivait énormément ses propres livres, ça prenait toujours beaucoup de temps pour lui à pondre ses 200 pages finales. Dans la lettre qu'il écrit à Charles Tatum, il ne voulait pas les voir éditer parce qu'il trouve que les textes n'ont en fait aucun intérêt, sont mal écrites, sont mauvaises. Et je trouve que c'est là que quand même Manchette est... pas d'une mauvaise foi, mais en tout cas un œil vraiment très énervé sur son propre travail, parce que je trouve que pour le coup c'est admirablement bien écrit, quoi. On sent vraiment qu'il a à la fois un réel plaisir du cinéma, une vraie cinéphilie et finalement un vrai discours à... Et je trouve aussi une volonté quand même, de ce que j'ai pu lire, c'est pas beaucoup, mais d'alerter aussi les gens qui le lisent, quoi, de vraiment prendre à partie les gens, ce que j'ai vu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interpellations au lecteur, de dire d'aller fouiller finalement, et Manchette avait une cinéphilie qui finalement va un peu contre une certaine cinéphilie classique qui serait pas les films. Qui serait celle de Bergman, des films de Antonioni ou bien quoi que ce soit. Quand il a commencé à sortir avec celle qui allait devenir sa femme, Mélissa Manchette, qui elle était d'une cinéphilie très européenne, les Suédois, les grands auteurs italiens, tout ça. Je crois qu'elle avait emmené voir Le Cri de Antonioni, il s'est dit que c'est intolérable de voir ça, plus jamais. Il est ressorti, il est allé voir 2 fois de suite Veracruz en salle et puis ça l'a vacciné, parce que ce genre de cinéma très autorisant européen, c'est clairement pas sa tasse de thé. C'est plutôt les cinéastes hollywoodiens classiques et puis les soviétiques, où là il y a vraiment tout le sel du cinéma et l'essence du cinéma, comme dirait notre ami Bazin, qui finalement jaillit dedans, quoi. Après, ce qui est intéressant dans ces chroniques et dans le rapport qu'a Manchette avec la critique cinéma, c'est qu'il se met lui-même en scène. C'est-à-dire qu'il va dire, je suis allé là tel jour pour aller voir tel film, ou tiens, au ciné-club de Antenne 2 à l'époque, j'ai pu regarder ça. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que non seulement il utilise le jeu, ce qui prend une tournure de journal intime. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez inhabituel. Pour un critique, toujours plaisant, je trouve. Mais ça fait plaisant parce qu'en fait, tu te mets vraiment à sa place et puis tu déambules. Oui, et puis surtout, c'est pas le style Libé qu'il y avait à l'époque, comme les écrits de Pacadis où les mecs ils racontent leur virée en boîte ou trucs comme ça. C'est pas un truc qui devient un truc narcissique ou bien égotique, quoi. Et il met en lumière aussi beaucoup donc le cinéma, et puis il donne. Là, je suis sur un texte devant moi, j'ai un texte sur Cassavetes, et il dit n'oubliez pas de bouquiner d'aller voir tel bouquin parce que c'est vachement bien. Grand fan de Cassavetes. Là par exemple, comment ne pas être fan. Donc je suis sur un texte sur Cassavetes, donc il dit qu'il faut lire avec intérêt le volume Faces chez Signé Film Series 1970 et PS, ressorti de The Crowd Roars de Hawks, et d'autre part au Ciné-Club télévisé de France 3, hommage au magnifique George Sanders. Donc voilà, il met en même temps des petits conseils. Donc c'était le 7 janvier 1981. Il n'a jamais fait de radio, ce mec ? Non, il n'a pas fait de radio, il a fait beaucoup d'interviews, mais il n'a jamais fait de radio. Il a écrit des pièces de théâtre ou bien ce genre de choses. Il a écrit plusieurs choses, mais c'est vrai qu'il n'a jamais écrit de pièces purement radiophoniques, quoi. Il a écrit des bouquins pour les enfants, il a écrit des films de cul, des romans de cul, des séries pour enfants, des machins comme ça, mais c'est vrai que le médium radio, c'est pas un médium qu'il a investi en termes d'écriture, alors que je pense que effectivement il aurait été très très bon là-dedans, parce que c'est un domaine d'expérimentation et puis d'écriture qui pour un auteur comme Manchette aurait été un champ des possibles, je pense, absolument merveilleux. Même lui, d'ailleurs, quand il parle, je trouve qu'il a une diction et une voix assez agréable qui fait que finalement, il peut balancer des horreurs et ça passe absolument très bien, quoi. Il est très fort. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur ces nouvelles rééditions manchettiennes. Donc je le répète, Les yeux de la momie, réédité chez les nouvelles éditions Wombat.
Play It Again Dupont, chronique ludique 1978-1980, donc les chroniques sur les jeux de société dans Metal Hurlant, c'est hyper drôle à lire. Il y a notamment plein de trucs sur les jeux de stratégie qui sont absolument merveilleux. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire plus de films, enfin plus de jeux sur les guerres civiles plutôt que sur des guerres traditionnelles? Parce que pourquoi pas. Et donc l'édition de la correspondance Lettres du mauvais temps 1977-1995 qui est absolument merveilleux à lire. L'occasion de passer un petit coucou à Charles. Voilà, à notre ami Charles, donc à qui effectivement, comme il me l'avait bien dit, il n'avait pas menti, il avait rencontré plusieurs fois Manchette durant les années 80, donc effectivement une preuve éclatante que ce garçon, Charles Tatum Jr., a comme rencontré beaucoup de gens de qualité au cours de sa carrière. Entre Bud Boutiqueur et Samuel Fuller, un petit Manchette, c'est pas dégueulasse. Ah oui, voilà. Mal. Donc on va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur, mon cher Thibaut. Moi, coup de cœur, c'est d'une certaine manière un classique parce que ça va être l'immense, le sublime Josie Wells hors la loi de notre Clintonais adoré, 1976. Où Clint en fait reprend la figure héroïque ou pseudo-héroïque de l'homme blanc américain dans un bon vieux contexte westernien, mais il l'enrobe donc, années 70 oblige, d'un très très beau trauma crépusculaire et surtout il reconstruit l'Amérique à sa sauce à base de laisser pour compte, d'abandonner du rêve américain. Et au final, c'est ça qui est beau, c'est que c'est quand les petites gens reconstruisent un univers qui est bien à eux, finalement, c'est là que c'est le plus beau. Merci, Carla. Alors moi, ce sera un roman de Antonio Tabucchi, un auteur italien. Donc le roman, c'est Nocturne indien. Donc j'ai trouvé ça absolument merveilleux. C'est l'histoire d'un homme qui part chercher en tout cas une connaissance en Inde et qui comme ça traverse des endroits de nuit, des hôtels et fait des rencontres, tout ça parsemé d'ellipses temporelles. Je trouvais ça absolument merveilleux et le film est introduit par une très belle citation Le livre, pas le film. J'ai dit le film ? Oui. Ah bah. Mais parce que c'est un bouquin qui a été adapté au cinéma et qui a reçu pas mal de prix, je crois. Et le bouquin est introduit par une très belle citation de Blanchot que je vais lire. Les gens qui dorment mal apparaissent toujours plus ou moins coupables. Que font-ils ? Ils rendent la nuit présente. Et je trouve que ça illustre vraiment très bien ce merveilleux bouquin. Et j'ai commencé un autre bouquin de Tabucchi sous forme de polar qui se passe à Lisbonne. Très bien. Relevant My Interest. Merci. Alors moi, dans un tout autre style, j'ai revu cette semaine notre ami viriliste Simon Lejeune, que vous avez pu entendre dans la dernière émission parler de western. Et donc, comme il est viriliste, on a parlé forcément à un moment donné de 007. Et donc, j'ai revu Opération Tonnerre Thunderball de 1964, qui moi reste, je pense, mon 007 préféré et le meilleur, je pense, fait par Sean Connery, qui est un bonheur absolu à revoir. Gal. Alors moi ce sera Salé sucré de Ang Lee parce que c'est toujours cool de regarder des films avec des gens qui mangent plein de trucs. C'est toujours plaisir, voilà, ouais, même si j'ai fait que ça pendant tout le confinement. Et un petit livre que j'avais jamais lu qui s'appelle Les mains sales. Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Merci messieurs, merci mademoiselle. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler notamment du film de Spike Lee. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Prochaine édition. N'oubliez pas de lire du Manchette et à ciao, bonsoir. Salut. Salut.